Renault va-t-il droit à la faillite en 2027 ou a-t-il trouvé l'arme suprême, l'arme qui va lui permettre de battre les Chinois sur la voiture électrique? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il y a eu une interview extrêmement surprenante du patron actuel de Renault qui montre en fait qu'il espère gagner la bataille contre les Chinois et notamment, ce que je trouve incroyable, il va réduire ses coûts de 30% sur les voitures thermiques et de 50% sur les voitures électriques d'ici demain, d'ici 2027. C'est son objectif. Tout ça en fabriquant en France. Et au bout de cette interview, je n'arrive pas à savoir si Renault va droit à la faillite ou si son patron a trouvé une sorte de baguette magique qui va sauver Renault. Et si je vous dis ça, c'est que j'aime bien le patron de Renault. Jean-Dominique Senna, qui a été le patron de Michelin, et ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la marque Michelin. Mais j'ai aucune confiance, mais alors aucune confiance en ce qu'il dit. Je n'arrive pas à croire ce qu'il dit, donc on va regarder ça ensemble. Pour moi, c'est du wishful thinking, je n'arrive pas à y croire. Regardons ensemble un peu cette idée, vous me direz vous ce que vous en pensez. Moi, j'arrive pas à savoir s'il a trouvé une baguette magique ou si Renault va droit à la faillite. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le constructeur vise une réduction des coûts industriels par voiture de 30% sur les véhicules thermiques et de 50% sur les véhicules électriques à l'horizon 2027. Renault entre en mode combat. L'industriel français va affronter la concurrence, notamment chinoise, avec le plan de transformation de son système industriel. Juste une petite seconde. Renault, c'était le numéro 1 mondial en fabrication de voitures. Le consortium Renault, Nissan et je crois que c'est Mitsubishi était numéro 1 mondial. Ça, c'était l'époque Ghosn, Carlos Ghosn. Et ça reposait sur un équilibre fragile entre Nissan et Renault. Pourquoi je dis équilibre fragile? Parce que Renault avait la majorité des parts chez Nissan et que Nissan lui avait une minorité chez Renault. Et qu'il fallait Carlos Ghosn pour tenir tout ça, parce que Carlos Ghosn avait été le patron de Nissan pendant longtemps, et donc Nissan lui faisait confiance. Bon. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, décide que l'État doit mettre ses gros doigts dans Renault. C'est ça qui s'est passé. Emmanuel Macron, ministre de l'économie de François Hollande, décide de mettre ses gros doigts dans Renault et que l'État français aura des droits de vote doubles chez les actionnaires Renault. Carlos Ghosn, à l'époque, s'énerve. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque. Carlos Ghosn s'énerve et dit « Non mais si vous faites ça, les Japonais n'accepteront jamais. » Et vous imaginez, si demain, imaginez l'inverse, le Japon décide qu'il prend le contrôle de Renault. Vous diriez non mais pas question, ça vous énerverait tous. Eh bien là, en fait, Emmanuel Macron, ministre de l'économie de François Hollande, décidait en faisant ça de prendre le contrôle de Nissan. Que l'État français prendrait le contrôle de Nissan. Forcément, comme l'avait prévu Carlos Ghosn. Carlos Ghosn s'est battu contre, mais il n'a pas réussi à gagner face à l'État français. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Japonais se sont énervés. Et on a tendu un piège à Carlos Ghosn. Peut-être qu'il avait détourné de l'argent, je ne sais pas, ça je ne rentre pas là-dedans. Pour l'instant, il n'y a pas eu de jugement, donc je ne rentre pas là-dedans, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est le patron de Nissan qui a sorti des documents pour que l'État japonais arrête Carlos Ghosn. C'est le patron de Nissan qui a sorti des documents pour que l'État japonais arrête Carlos Ghosn. Ça, c'est vrai, ça, c'est même le gouvernement japonais qui le dit. Donc il n'y a pas de doute. Le patron de Nissan a sorti ces documents tout simplement parce que l'État français avait pris le contrôle de Renault et en prenant le contrôle de Renault, prenait le contrôle de Nissan de facto.
Et donc est arrivé ce qu'avait prévu Carlos Ghosn, c'est-à-dire que Nissan a fait ce qu'il fallait pour éjecter Carlos Ghosn. Carlos Ghosn se fait éjecter, l'alliance explose, et Renault, qui était le numéro 1 mondial, qui gagnait beaucoup d'argent, se met à perdre du fric. Emmanuel Macron met ses champions à lui, ses amis à lui, à la tête de Renault, dont le PDG actuel, Jean-Dominique Sénard, qui était patron de Michelin, mais qui est sorti de Michelin, qui ensuite a fait partie d'une commission mise en place par Emmanuel Macron, donc on voit qu'ils se connaissent et qu'ils s'aiment bien, et donc ces gens-là ont été mis en place par Emmanuel Macron à la tête de Renault. Renault a diminué, se retrouve de plus en plus écrabouillé, n'a pas versé des dividendes et a perdu de l'argent pendant assez longtemps, et était extrêmement heureux l'an dernier, en 2022, de gagner un peu d'argent et de pouvoir recommencer à verser des dividendes en 2023. C'est vous dire, l'idée c'était de vous dire, vous voyez à quel point une boîte qui était numéro 1 mondiale a eu Emmanuel Macron qui a mis ses gros doigts de politique dedans, peut-être sous l'instruction de Hollande, j'en ai aucune idée, mais qui a mis ses gros doigts de politicien dedans, s'est effondré et est devenu une petite boîte. Renault, c'est une petite boîte, allez, on va le dire. Vous allez voir ce que dit Jean-Dominique Sénard, qui pour moi est auréolé du fait d'avoir dirigé Michelin, mais qu'il l'est beaucoup moins du fait d'être un copain du pouvoir. Et on va voir justement la stratégie de Jean-Dominique Sénard me paraît tout sauf bon. Donc on va voir si vous me direz ce que vous en pensez, s'ils vont faire faillite ou pas. Renault entre en mode combat. Donc l'industriel français va affronter la concurrence, notamment chinoise, avec un plan de transformation de son système industriel. L'objectif du constructeur est de réduire ses coûts d'ici 2027 avec une baisse de 30% pour les véhicules thermiques et de 50% pour les véhicules électriques à l'horizon, donc 2027. Alors réduire de 30% les coûts du véhicule thermique et de 50% les coûts du véhicule électrique, ça demande des explications, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc j'aimerais bien savoir comment on fait pour baisser de 30% les coûts d'un véhicule électrique et de 50% les coûts d'un véhicule thermique à l'horizon 2027. Parce que vous vous doutez bien que sinon, n'importe qui dans le monde, n'importe quel constructeur automobile le ferait si c'était facile. Ou alors on dit que Renault était géré absolument n'importe comment jusqu'en 2022. Ça, voilà, mais vous m'avouerez que c'est compliqué quand même. Nous n'avons pas le choix. La concurrence, on est habitué, ça ne nous fait pas peur, tant mieux. Simplement, c'est vrai qu'elle est forte, a déclaré sur BFM Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration de Renault et président de l'Alliance, donc Renault-Nissan. Du bon sens. Renault se lance ainsi dans un plan de transformation d'ampleur afin de baisser les coûts pour faire, au final, baisser les prix. C'est du bon sens. Oui, mais ça ressemble surtout à de l'incantation magique, pour l'instant. C'est du bon sens. Oui, évidemment, je baisse les coûts, comme ça je serai compétitif par rapport aux Chinois. C'est du bon sens. Mais c'est court. Note Jean-Dominique Sénard en affirmant qu'Ampère, l'entité dédiée à la voiture électrique de Renault, a été créée dans cet objectif. Les Chinois arrivent à produire avec des coûts de fabrication inférieurs. Pourquoi ne serions-nous pas capables de le faire? C'est le Gorafi qui a écrit cet article ou quoi? C'est le Gorafi qui a écrit cet article ou quoi? Il a quand même pas dit ça. Les Chinois arrivent à produire moins cher, pourquoi on n'y arriverait pas? Tu veux que je t'explique la différence de prix du travail, de coût du travail entre la France et la Chine? Tu veux que je t'explique la différence des coûts de fabrication entre la France et la Chine? Ne serait-ce
même les subventions cachées qu'il y a en Chine. Tu peux pas dire ça sérieusement, Jean-Dominique Sénard. Excusez-moi, mais on peut pas dire ça sérieusement. C'est le Gorafi, là. Alors, autant je respecte beaucoup le bonhomme, mais quand même, là, je veux dire, il y a une limite. Les Chinois arrivent à produire avec des coûts de fabrication inférieurs, pourquoi on ne serait pas capable de le faire? Ben, c'est pas le même pays. C'est pas les mêmes coûts du travail, c'est pas les mêmes exigences en matière de fabrication d'usine, donc les coûts de l'usine ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes coûts de l'énergie, c'est pas les mêmes taxes de l'État, et c'est pas les mêmes subventions de l'État non plus. Il faut quoi comme raison supplémentaire? Il faut quoi comme raison supplémentaire? Le plan de transformation, vraiment, le plan de transformation appelé Re-Industrie vise à assembler une Renault 5 en moins de 9 heures dans l'usine française de Douai. Parce que c'est en France qu'ils veulent le faire. Alors, je vais vous donner la différence qu'il y a eu entre Renault et Peugeot pendant la période Ghosn. Renault a externalisé les fabrications de quasiment toutes ces voitures. Pas toutes, hein, on est d'accord, mais beaucoup de ces modèles étaient fabriqués hors de France, et même hors Europe. Peugeot, au même moment, a dit non, nous on est français, on va fabriquer nos voitures en France. Le résultat, Renault est devenu numéro 1 mondial, comme je le disais tout à l'heure, et Peugeot est passé à 2 doigts de la faillite. À 2 doigts de la faillite. Il ne s'en est sorti que parce qu'il y a eu une alliance trouvée in extremis entre Peugeot, Fiat et Chrysler. Et que maintenant, c'est la marque Stellantis. La famille Peugeot a dû abandonner sa toute-puissance chez Peugeot. Parce qu'elle a décidé de fabriquer qu'en France, parce qu'il était français. Renault, à l'époque, s'en est sorti parce qu'il fabriquait à l'international. Jean-Dominique, parce que tu es auréolé de Michelin, je ne dirais pas que tu vas à la cata, mais s'il n'y avait pas ça, je dirais que tu vas au casse-pipe direct. Et j'ajouterais, tu y vas en fabriquant en France parce que tu es un bon ami d'Emmanuel Macron. Là, moi, je suis très surpris de ces idées de fabrication. Je peux me tromper, je suis très surpris de cette volonté de fabrication. Et je dirais que c'est exactement ce qui a coulé Peugeot il y a, c'était quand juste avant Stellantis, donc je ne serais pas capable de dire la période, le nombre d'années. C'est exactement ce qui a tué Peugeot il y a quelques années, et l'inverse de ce qui avait fait de Renault un champion. Donc, on pourrait dire que c'est une stratégie plus que courageuse. Et que mon titre, vers une faillite de Renault vers 2027, avec un point d'interrogation, eh bien, si je ne l'avais pas déjà écrit, je le réécrirais, parce que vraiment, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Si j'étais salarié de Peugeot, j'appellerais. Si j'étais salarié de Renault, j'appellerais Peugeot pour savoir s'il y a des places. Il contribuera aussi à la réduction du temps de développement des véhicules de 3 à 2 ans. Non seulement pour baisser ses coûts, mais aussi pour accélérer le mouvement de la gamme Renault Dacia et Alpine. C'est comme cela que nous fabriquerons en Europe des véhicules qui seront parfaitement compatibles avec la concurrence internationale, estime le patron de l'Alliance. Embauche, formation, métaverse et IA. Cette stratégie industrielle passera par une accélération de la digitalisation de mon système
de son système industriel et le renforcement des compétences et des effectifs dans ses équipes. On embauche des gens à Douai, à Maubeuge, à Flins et à Batilly. Moi, vraiment, c'est une stratégie... Enfin, c'est bien, c'est courageux, mais on va réduire les coûts de 30 à 50%. Vous voyez, c'est pas 1, 2, 3, 4%. Entre 30 et 50%, on va réduire les coûts entre 30 et 50%. Et en même temps, on embauche du personnel à Douai, à Maubeuge, à Flins, à Batilly, c'est-à-dire en France. Bon. Renault embauche en France parce que c'est la bonne idée pour arriver à produire des véhicules que nous avons à produire, pointe Jean-Dominique Sénard. Autre révolution, Renault veut s'appuyer sur son... Moi, vraiment, tout ce que dit Jean-Dominique Sénard m'épate au plus haut point. Hein. Je me demande si cet homme n'est pas en train de faire la course de trop, quoi. Déjà, le rapport qu'il avait fait pour Macron, je ne me rappelle plus de quoi il s'agissait, je me rappelle juste que ça m'avait heurté et que je trouvais que c'était très surprenant comme rapport et que ça n'avait aucune réalité. Mais je m'étais tué à l'époque en me disant, c'est Jean-Dominique Sénard, je vais faire attention, je lui fais confiance. Mais j'avais trouvé ça très très étonnant comme rapport. Mais là, encore une fois, j'ose pas encore dire qu'il est bon pour sucrer les fraises, mais je suis hyper surpris, quoi. Vraiment hyper surpris. Autre révolution, Renault veut s'appuyer sur son métaverse qui rassemble ses postes de travail, mais aussi ceux de ses fournisseurs et qui permet d'analyser finement les données de production. Il a déjà permis au groupe d'économiser 270 millions d'euros en 2023, notamment via la maintenance prédictive des installations, souligne l'entreprise. Le constructeur compte également passer dans ses usines de 300 à 3000 applications opérationnelles d'intelligence artificielle qui assurent par exemple la conformité et la traçabilité des pneumatiques lors de leur montage. C'est normal que Sénard, qui a dirigé Michelin, soit sensible aux pneumatiques. Je vous le dis, quand je lis ça, si c'était pas Sénard, si c'était qui que ce soit d'autre, qui me présente ce genre de truc, je dirais Renault va fermer. Je dirais Renault va fermer. Comme c'est Jean-Dominique Sénard, j'ose pas dire la même chose. Vous voyez, je n'ose pas. J'ai quand même très envie de le dire, quoi, que Renault va fermer. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de baisser de 30 à 50% le prix des voitures, le coût de fabrication des voitures thermiques et électriques, de 30 à 50% le coût de fabrication des véhicules thermiques et électriques en France, en les fabriquant en France, en augmentant la masse salariale en France, et d'être à ce moment-là compétitif par rapport aux véhicules chinois. Moi, j'avoue que je suis ébahi. Je ne comprends pas, je n'y crois pas, mais dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à aller sur la boutique DME. Et moi, je vous dis à très bientôt.